Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Le chef de l'État réitère son engagement à accompagner les start-upers. Les porteurs de projets peuvent compter sur les financements de l'ADER avec un traitement de faveur pour les candidatures féminines. Le président Macky Sall recevait les start-upers en marge d'une foire de l'innovation. Amélioration de la qualité de l'eau en réduisant la teneur en fer dans la banlieue de Dakar. La station de déferrisation de Sébikotane bientôt fonctionnelle. L'ouvrage d'une capacité de 40 000 m3 jour est achevé à 85%. Nouvelle alerte à la poussière à Dakar. Les personnes souffrant de maladies respiratoires sont prévenues, de même que les pêcheurs. La visibilité en haute mer sera réduite, disent les spécialistes. Éliminatoire CAN 2019, le match Sénégal-Madagascar prévu le 23 mars à Thiès se prépare. Un CRD spécial s'est tenu dans la Cité du Rail pour une bonne organisation de la rencontre. En Algérie, au lendemain de l'annonce du président de renoncer à briguer un 5e mandat, le calme est revenu, mais les contestations se poursuivent pour un changement de système. La situation dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Je le disais en titre, le chef de l'État a reçu hier dans la soirée des start-upers qui avaient exposé lors de la foire de l'innovation des jeunes porteurs de projets que l'État compte accompagner à travers ses différentes structures de financement, notamment l'ADER. Le président Macky Sall a salué le sens de créativité de ces jeunes. L'éclosion des start-up féminines est aussi un atout pour le Sénégal numérique, compte rendu Aboubakry Kane. Ils sont jeunes, porteurs de projets et ont joué un rôle important dans l'organisation de la foire de l'innovation du 8 mars dernier. Des start-up qui s'activent dans plusieurs domaines d'intervention, de la créativité et de l'innovation notamment, dans le secteur vital de la santé. Nous visons à aider ces femmes enceintes qui sont dans les zones reculées, qui ne savent pas qu'elles doivent être suivies, qui ont un manque d'assistance médicale énorme. Maintenant, nous, ce que nous voulons, c'est d'inclure dans vos projets de santé maternelle cette technologie qui fera que la femme sera suivie à distance et de par ces informations santé, qui sont sa température, son poids. On fait des solutions pour la santé mère-enfant qui va permettre de numériser les registres des CPN, permettre à la femme malade, enceinte, de rentrer des informations pour permettre aux médecins de faire un meilleur diagnostic. La télémédecine, la santé maternelle ou encore le développement de la biotechnologie et la promotion de l'éducation scientifique, des projets innovants qui peuvent accompagner les politiques publiques. C'est possible de mixer les deux, comme par exemple d'utiliser une plante pour produire de l'insuline. Et aussi, c'est possible d'avoir des moyens diagnostiques, comme par exemple utiliser la génomique pour diagnostiquer certaines maladies. Ou encore, c'est possible de travailler sur des projets d'impression d'organes. Et donc, l'objectif, c'est de développer la biotechnologie, mais en même temps de créer un système qui permet aux enfants de bénéficier, en fait. Au-delà du domaine sanitaire, ces startups s'intéressent également à l'agriculture, la transformation, le tourisme, l'éducation nutritionnelle, la gestion de l'environnement ou le e-commerce. Nous avons reçu le financement de l'ADER, 40 millions, très important pour notre développement. On a pu améliorer la plateforme pour accueillir beaucoup plus de vendeurs. On peut accueillir aujourd'hui 500 000 vendeurs. Et de faire du Sénégal la plaque tournante du e-commerce des produits locaux. Notre conviction, c'est que nos transformateurs et producteurs locaux ont le potentiel de conquérir le marché local et international. Seulement, avant de s'exposer, il faut être aguerri. On travaille avec des GIE, des groupements de femmes qui aujourd'hui font des produits innovants. Et quand je dis innovants, j'en ai rencontré qui font du vinaigre de mangue. Pour vous dire, elles font de la recherche, elles transforment, mais il y a un moment où elles ont un problème, c'est quand il faut labelliser et packager le produit. Parce que c'est quelque chose que de prendre le produit, d'aller le vendre, ou de prendre la marque et de l'exporter dans toutes les maisons du Sénégal. Une vision futuriste et des plans stratégiques à court et moyen terme qui mettent en avant l'économie numérique avec l'appui de la communauté Jigéen Sitik. Nous avons formé jusque-là 500 femmes entrepreneurs, 1500 jeunes.
Nous avons été au mois d'avril passé dans les régions de Kolda, de Kédougou, de Tambacounda, où nous ne sommes pas seulement limités aux jeunes, mais nous avons aussi formé les enseignants. Et pour l'accompagnement, le suivi à la levée de fonds, l'ADER va soutenir ces porteurs de projets dont la créativité et l'engagement méritent plus d'attention. On a un certain nombre de projets qui doivent être mis en synergie pour pouvoir tirer le meilleur profit et donc accompagner tous vos projets ainsi que d'autres jeunes qui sont dans l'économie numérique. En plus du financement, des plateformes matérielles comme le supercalculateur ou la Cité du Savoir peuvent aider à la concrétisation des différents projets. Et nous aurons le supercalculateur aujourd'hui le plus puissant d'Afrique pour l'instant parce qu'il est de plusieurs teraflops et il fait plus de 1000 milliards d'opérations à la seconde. Donc je crois que tous ceux qui ont des programmations pourront donc utiliser ce centre, des ressources importantes qui pourront accompagner toutes ces activités. Et je suis sûr également que la Cité du Savoir à Diamniadio pourra aider, en tout cas à accompagner tout ce potentiel qui n'est pas très connu du grand public et qui gagnerait à l'être. Ces startups ont trouvé auprès du chef de l'État une oreille attentive et l'engagement de les accompagner. Et c'est parce que la jeunesse est au cœur de sa politique de développement. Amélioration de la qualité de l'eau dans la banlieue de Dakar. La SONES va bientôt réceptionner la station de déferrisation située à Sébikotane. L'ouvrage d'une capacité de 40 000 m3 jour va réduire la teneur en fer. Compte rendu de la visite de chantier avec Salou Sek. À Sébikotane, il y a un point K. C'est un site où se rencontrent en abondance des eaux venues de divers forages. Le point K va abriter la future station de déferrisation en 2019. Ce projet a pour rôle d'enlever le fer dans l'eau, mais aussi ce qu'on appelle l'hydrogène sulfuré. C'est ce qui donne un peu le caractère ou cette sensation d'eau pourrie que nous pouvons quelquefois ressentir. L'ouvrage dispose d'une capacité de production de 40 000 m3 jour. Sur place, les travaux se déroulent normalement. Nous sommes à peu près 85% du taux d'exécution. Tous les ouvrages de génie civil sont terminés, bouclés. Les essais d'étanchéité en cours. La pose des équipements est également en cours. Et il ne reste pour l'essentiel que les raccordements électriques ainsi que le raccordement hydraulique. Ça veut dire cette usine, nous allons la raccorder sur la conduite 800 qui quitte ici, qui passe par Thiaroye pour aller directement dans la banlieue. Ici, la technologie est moderne. La SONES veut que le traitement des eaux s'adapte aux standards internationaux. La technologie utilisée ici est l'électrolyse du sel. Donc on va utiliser le sel disponible ici pour fabriquer un désinfectant qui pourra rendre l'eau potable. On a les filtres à sable, on a un épaississeur qui est un décanteur assez dynamique. On a aussi un grand réservoir de capacité de 2000 m3 qui nous permet de stocker toute l'eau produite avant le pompage vers le réseau de distribution de la SDE. Après le renforcement de la production, voici la SONES qui opte pour la qualité des eaux et du service. Ces mêmes projets viennent d'être réalisés et mis en service à Fatick. Nos amis fatikois aujourd'hui ont de l'eau de meilleure qualité et nous sommes en train également de faire la même chose à Koungheul et nous allons nous atteler, Inch'Allah, incessamment sur Kaolack également pour enlever tout ce qui est fluor. Pour la réalisation de cette station de déferrisation, l'État du Sénégal a investi près de 5 milliards de francs CFA. Les services et le commerce électronique contribuent de manière significative au PIB et à la création d'emplois. Ce qui ressort d'une étude à l'occasion de la présentation du rapport. Une sensibilisation a été menée sur les stratégies de développement du commerce électronique et le commerce de services par la direction du commerce intérieur. Awa Ndiaye nous en dit plus.
Le Sénégal présente un potentiel énorme dans le secteur des services, en particulier dans les services liés aux télécommunications, aux technologies de l'information. Parallèlement, certaines contraintes subsistent et rendent difficile le développement de ces secteurs de services. Le secteur des services joue un rôle clé dans la compétitivité des secteurs agricoles et industriels. Il est donc impératif que les entreprises prestataires de services soient efficientes. Le choix de ces secteurs concerne le service et le commerce électronique se justifie de par leur part importante dans la création de richesses, 60% du PIB, et dans la création d'emplois, plus de 40% de la population active. L'élaboration de stratégies efficaces confirme l'importance que les pouvoirs publics accordent au commerce des services et au commerce électronique. Notre ministère ayant bénéficié d'un appui financier du secrétariat exécutif du programme cadre intégré renforcé, donc a entrepris cette étude donc, au niveau national. Donc, nous avons fait les 14 régions du Sénégal. Aujourd'hui, c'est autour de la région de Dakar, où nous avons rencontré les acteurs qui interviennent dans ces différents secteurs pour discuter avec eux des opportunités qui existent, mais également pour recueillir leur avis sur les difficultés qu'ils rencontrent. L'implication de l'ensemble des acteurs de toutes les régions dans divers secteurs va permettre de tirer profit du commerce électronique et du commerce des services. Celle-ci facilitera la mise en œuvre du programme de développement durable à l'horizon 2030. Je le disais en titre, l'ANACIM lance une nouvelle alerte à la poussière. Elle expose les sujets fragiles au risque de maladies respiratoires, mais également la poussière réduit la visibilité en mer. L'ANACIM donc donne ici quelques conseils dans ce reportage de Oumou Kalsoum Sall. Un voile de poussière couvre une bonne partie du territoire national. L'explication est à chercher dans la transition saisonnière en cours. En fait, c'est les particules de poussière qui nous proviennent du Sahara, pratiquement vers le nord de la Mauritanie, nord Mali et du sud de l'Algérie. En fin février, allant vers mars, on tire carrément vers la fin de la période de fraîcheur et on migre vers une chaleur donc, qui est surtout ramenée par l'harmattan. Donc c'est l'harmattan qui commence à prédominer sur le pays et c'est un vent souvent qui nous ramène un temps chaud, sec et poussiéreux. La situation va progressivement gagner la quasi-totalité des régions et entraîner une réduction de la visibilité. Cette carte, qui est une carte de vigilance, donc qui montre un peu la visibilité qui sera fortement réduite sur les régions nord du pays et un peu vers les départements de Goudiri et Bakel. Cette même couche de poussière sera notée sur la région de Dakar et aussi vers Thiès et Diourbel, donc avec une intensité moins marquée qu'au nord. Progressivement, ça va toucher l'ensemble du territoire sénégalais, aujourd'hui, surtout mardi et mercredi, avant de prendre fin le jeudi à 12h. Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, un retour à la normale est prévu ce jeudi. En attendant, la qualité de l'air est fortement dégradée, occasionnant des risques sanitaires. Vous l'avez dit, Oumou Kalsoum Sall, ces particules de poussière représentent un risque pour les sujets fragiles. Les personnes qui souffrent de maladies respiratoires sont ainsi invitées à prendre quelques précautions avant de s'exposer à l'air libre. Les précisions de professeur Idrissa Dembaba, pneumologue à l'hôpital Albert Royer. Il est au micro de Oumou Kalsoum Sall. Si l'indice de la qualité de l'air est dans le rouge, ça veut dire qu'il y a beaucoup de particules. Il y a beaucoup de particules fines, notamment les particules PM2.5 et PM10, qui peuvent aller loin au niveau des voies respiratoires. Nous avons remarqué aussi au niveau de nos consultations que nous avons plus des cas de patients qui viennent pour des problèmes respiratoires. Nous conseillons souvent à nos patients, particulièrement aux patients que nous suivons, de faire beaucoup attention. D'éviter également de s'exposer dehors. Donc quand il veut de rester longtemps dehors, inutilement. Par exemple, pour les enfants qui vont à l'école, on demande de rester dans leur salle de classe, d'éviter de faire du sport dans des environnements ouverts. Les asthmatiques nous demandent, dans certaines situations, de porter des masques et peuvent leur aider.
Religion, appel de Seydina Limamou Laye 2019. La communauté laïenne prépare la 139e édition prévue le 5 et 6 avril. La cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité, c'est le thème choisi cette année. Il a été dévoilé au cours d'une conférence de presse compte rendue à Lamine Touré. Les enseignements du mardi, tels une feuille de route à usage infini, vont encore marquer la 139e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye. Une tradition ponctuée de réflexions à la fois religieuses et citoyennes. Les problématiques de la société contemporaine seront sans cesse discutées, sensibilisées dans l'intérêt d'unir la communauté musulmane sénégalaise autour des valeurs d'unité et de paix. La cohésion sociale, fondement de la paix et de la prospérité. Donc, prospérité, teranga manula am. Nous pensons que la paix sociale est importante dans notre société. L'individu doit être le principal bénéficiaire de cette stabilité, donc il faut commencer le travail au niveau de l'unité familiale. Ainsi, nous gagnerons à éviter des situations qui mettent en péril la cohésion sociale. Devant la presse, le comité d'organisation à sa tête, le coordonnateur général de l'appel, Serigne Issa Thiaoulaye, a beaucoup insisté sur l'enjeu de la cohésion sociale. Une dynamique de réflexion doit être bâtie avec les forces vives de la nation, y compris le spirituel. Une manière pour la famille de Seydina Limamou Laye d'assurer à la nation tout entière la consolidation des fondements de la prospérité. La communauté Abdoulaye a jugé nécessaire de partager avec l'ensemble de la nation sénégalaise et même au-delà sur l'importance de la cohésion sociale comme étant la base de la paix et de la prospérité. Sous le prisme éclairé du guide des guides, le Mahdi attendu par la communauté musulmane pour la restauration des valeurs islamiques originelles, Seydina Limamou Laye, qui se trouve être en conformité totale avec l'orthodoxie coranique et la tradition prophétique, car selon les dires même du prophète lui-même, le Mahdi suivra mes traces et n'en déviera jamais. Les préparatifs ont déjà commencé. Certains services de l'État sont à pied d'œuvre après identification des besoins. Cette année, le comité d'organisation souhaite avoir une zone piéton pour les sites à forte affluence de pèlerins. La 139e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye est prévue du 5 au 6 avril 2019. L'actualité africaine en Algérie, la décision du président Bouteflika de renoncer à briguer en 5e mandat a calmé la colère des manifestants, mais la contestation se poursuit dans le pays. Les décisions prises sont diversement accueillies par les populations. Seydina Alufal. La rue s'est exprimée, le pouvoir s'est plié. Le pire semble être évité. L'Algérie a franchi un tournant. Le président Abdelaziz Bouteflika renonce à briguer un 5e mandat. D'importantes mesures ont été prises, notamment la mise en place d'une période de transition à la fin de son mandat le 25 avril prochain. Les mesures, donc si on essaie d'analyser ces mesures-là, si c'était dans une situation normale, on pourrait dire que ça pourrait être une solution pour sortir de cette situation un peu chaotique. Abdelaziz Bouteflika a limogé son premier ministre, remplacé par le ministre de l'Intérieur. Il a également nommé un vice-premier ministre. Avec Lakhdar Ibrahimi et d'autres personnes, il y a des tractations, même de l'extérieur. Les gens commencent maintenant à s'agiter pour aider les Algériens maintenant de ne pas connaître ce qui s'est passé ailleurs, en Syrie, au Yémen, en Libye, tout près. Donc, grosso modo, on peut dire que la situation reste quand même difficile en Algérie. Des annonces qui ont fait effet, mais qui n'ont pas totalement calmé la contestation. Que le problème fondamental aujourd'hui, que les Algériens n'accepteront pas apparemment que Bouteflika reste tout en disant que je suis parti. C'est-à-dire que il devait y avoir des élections le 18 mois d'avril. Et lui, au-delà, il va rester en tant que président et ça complique la situation en réalité. Parallèlement à ça, l'armée est là, tout le monde sait que l'armée est là. Bien sûr que l'armée a tenu un langage de responsable, un langage de dialogue et de compréhension vers les populations. Mais avec tout cela, je crois qu'on est devant une situation compliquée
qui risque de se compliquer davantage si on ne prend pas garde. 6e président de l'Algérie indépendante, Bouteflika est atteint depuis 2005 d'un cancer de l'estomac. Il est actuellement très affaibli par un AVC qu'il a cloué dans un fauteuil roulant depuis 2013. Au Royaume-Uni, la nouvelle mouture de l'accord sur le Brexit a été rejetée il y a quelques heures par le Parlement britannique. La Chambre des communes a rejeté l'accord pour 391 voix. Un second rejet qui intervient à quelques jours de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Les précisions de Daraba dans ce récit. L'accord du Brexit, une deuxième fois rejeté par le Parlement du Royaume-Uni. Un deuxième rejet en moins de 2 mois. Et donc, un nouveau revers pour la première ministre britannique. Pour le vote de ce soir, il y a eu 391 voix contre 242. Je regrette la décision que la Chambre a prise ce soir. Je continue de croire que la meilleure issue est que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne de manière ordonnée, avec un accord. L'accord que nous avons négocié est le meilleur et le seul disponible. Le texte signé hier par le président de la Commission européenne avait pourtant tenu compte de plusieurs arguments juridiques. Entre autres obstacles, le Parlement s'oppose à toute démarcation physique à la frontière entre l'Irlande et le Royaume-Uni. Le dispositif prévu à cet effet par l'Union européenne n'a pas convaincu les députés britanniques. Ce mercredi, sauf report, le Parlement doit voter une sortie de l'Union européenne sans accord. Autre possibilité qui s'offre au Royaume-Uni, un nouveau vote pour un report de la date du Brexit, la date initiale prévue le 29 mars prochain. Le reste de l'actualité internationale nous mène au Venezuela et en Éthiopie. Le round-up est signé. Agnès Nyanyamane. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaido appelle de nouveau à manifester partout dans le pays. En ce 5e jour de la gigantesque panne de courant, les Vénézuéliens sont confrontés à de graves difficultés alimentaires. Juan Guaido veut profiter de cette immense panne d'électricité pour mobiliser un maximum de Vénézuéliens contre Nicolás Maduro. Il a déclaré l'état d'alerte pour une urgence nationale. Et enfin, après le crash du Boeing d'Ethiopian Airlines, les regards se tournent vers l'avionneur américain. Plusieurs pays, dont la Chine, ont décidé de clouer au sol leur propre appareil. L'Australie, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni l'ont interdit dans leur espace aérien. Parmi les autres pays qui réagissent, on retrouve l'Éthiopie, l'Indonésie, la Corée du Sud et la Chine. Ils ont suspendu tous les vols jusqu'à ce que les autorités américaines et Boeing prennent des mesures pour garantir avec efficacité la sécurité des vols. Chez nous, Total est une nouvelle marque spécialisée dans l'outillage en bâtiment et en menuiserie. Les managers invitent les populations à venir visiter les nouveaux locaux sur l'avenue Lamine Gueye à Dakar. Total mise sur la qualité. Loudia Wandiaï. La marque Total One Stop Tool Station excelle dans le domaine de l'outillage. Elle a ouvert ses locaux sur l'avenue Lamine Gueye. Total est très connu au niveau international, mais c'est une nouveauté au Sénégal. Comme son nom l'indique, c'est une marque qui excelle dans ce domaine-là et je pense que la qualité de ce produit et les prix qui sont compétitifs et qui défient toute concurrence vont trouver la convenance vraiment de tous les consommateurs. Nous invitons aux populations sénégalaises vraiment à venir visiter nos locaux parce que vous n'en sortirez jamais insatisfait. Voilà, donc c'est une marque vraiment qui trouve la convenance des ouvriers, des industriels et elle a déjà fait ses preuves dans tous les domaines, hein, dans les domaines du bâtiment, de la menuiserie. Donc vraiment, c'est une marque vraiment qui donne satisfaction aux consommateurs. La qualité des produits de la marque Total One Stop Tool Station n'est plus à démontrer. Ces accessoires défient toute concurrence. Ces produits répondent aussi à toutes les exigences dans plusieurs domaines. Les Lions du football devraient jouer le dernier tour des éliminatoires de la CAN 2019 au stade de Lat Dior de Thiès le 23 mars. Pour une bonne organisation de la rencontre, un CRD spécial s'est tenu dans la Cité du Rail. Il a été suivi d'une visite de terrain. François, c'est compte rendu.
L'objectif de ce comité régional de développement était de passer en revue les contraintes qui pourraient entraver la tenue du match Sénégal-Madagascar, les conditions de préparation de ce match, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. L'ensemble des services techniques ont envisagé soit des solutions immédiates ou des solutions futures qui seront réglées tout de suite, en tout cas en rapport avec la hiérarchie. Donc globalement, je pense que nous sommes sortis rassurés et je pense que tout le monde s'est engagé pour que ce soit une réussite. Parce que l'équipe nationale est déjà qualifiée, donc nous voulions que ça se termine véritablement de la plus belle des manières. Le match se jouera ici, c'est la volonté des autorités politiques et nous travaillons pour que ça se réalise dans les meilleures conditions. Décentraliser les matchs de l'équipe nationale dans les régions est une volonté politique très forte, puisque l'équipe nationale est un patrimoine commun qui appartient à tous les Sénégalais. Aujourd'hui, il s'agit pour la Fédération sénégalaise de football de relever le défi de l'organisation au plan technique, matériel et sécuritaire. Rien ne sera laissé au hasard. Il y a quelques finitions à faire. On nous a promis que d'ici la fin de cette semaine, ça le serait. Donc il n'y a plus d'inquiétude. Et il a été retenu, même si les délais sont très courts, d'élever le muret pour qu'on puisse bloquer le vent là et que ça ne soit pas un facteur négatif. Compte tenu de la capacité d'accueil limitée du stade Lat Dior, des mesures sont prises pour permettre à ceux qui ne pourront pas accéder au stade de suivre le match dans de bonnes conditions. Nous avons décidé de doter Thiès d'une fan zone au niveau de l'esplanade de la promenade des Thiessois. On va travailler certainement avec nos partenaires habituels, la RTS, nos sponsors et autres, pour pouvoir faire de cette fan zone le point de réception de tous ceux qui ne pourront pas accéder au match. Donc ce stade recevra 8500 personnes maximum, mais ça va aussi influer sur le tarif d'entrée. L'un des leviers pour pouvoir réguler le flux, c'est d'appliquer un tarif qui est plus élevé que d'habitude. Une mission de la CAF sera bientôt au Sénégal pour validation et homologation du stade Lat Dior. Voilà, ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Très bonne soirée sur la RTS1.